Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h presque 16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invitée politique ce matin est Marie Mesmer. Elle est députée LFI-NFP de la première circonscription d'Ille-et-Vilaine, la circonscription de Rennes. Elle est avec nous en direct ce matin au micro de Bretagne 5 matin pour commenter l'actualité politique. Bonjour. Bonjour à vous et à vos auditeurs et auditrices. Alors on va parler d'actualité politique. Je précise que Axel est avec nous ce matin. Bonjour à tous. Axel Guillaume qui va me donner la réplique. Marie Mesmer, on vous a vu beaucoup au devant de l'actualité ces derniers temps avec la flottille de Gaza. Vous en faisiez partie, vous avez été arrêté, vous avez été incarcéré dans les prisons israéliennes. Qu'est-ce qui... Allez, j'allais presque vous demander qu'est-ce qui ressort de cette aventure. Alors quand je dis aventure, j'y mets les guillemets nécessaires. En tout cas de cette incarcération et de ce moment difficile que vous avez passé. Beaucoup de choses. La première que je peux vous donner aujourd'hui, c'est que nous, on a vu des choses qui sont, je pense, insoutenables, qui sont aussi illégales aux yeux du droit international, de toutes les conditions de dignité humaine. On a vu la violence en direct. Et ça, c'est quelque chose qui marque, mais c'est vraiment infiniment petit par rapport à ce que les Palestiniens et Palestiniennes peuvent vivre dans les prisons israéliennes. D'ailleurs, je vous invite à lire le rapport de l'ONG qui s'appelle B'Tselem et qui parle de cruauté, qui compare du coup ces prisons au Guantanamo, qui raconte toutes les violences, les sévices, les privations, les humiliations qui peuvent avoir lieu dans ces prisons. Pour vous donner juste une illustration, dans les cellules dans lesquelles j'ai été, parce qu'en 5 jours, j'ai fait 3 cellules différentes, il y avait des messages de Palestiniens laissés au mur qui étaient douloureux à lire. Il y avait des impacts de balles au plafond. Il y avait dans un coin de la cour du sang séché en quantité. Et puis nous-mêmes, alors que nous sommes européens, moi, a fortiori, je suis quand même blanche, française et députée de la République, et le savez, on a vécu des choses qui sont impensables. Donc je vous laisse imaginer ou tenter de le faire, voir ce que les Palestiniens et Palestiniennes vivent là-bas. Il y a encore plus de 8000 ou 9000 prisonniers palestiniens dans ces prisons, parce qu'il n'y en a pas qu'une des prisons. Celle où j'étais était vraiment reconnue pour ses sévices et ses privations, mais il y en a plusieurs. Et tout le monde s'inquiète de l'état des prisonniers qui sont dans ces prisons. Donc il y a les prisonniers qui y sont, mais il y a aussi tous ceux qui tentent de survivre à Gaza, en Cisjordanie occupée, à Jérusalem-Est. Et là, la violence, elle est décuplée parce que c'est beaucoup de morts, de cruauté. Juste pour vous dire, peut-être en un week-end, alors qu'on est censé être en période de cessez-le-feu, Netanyahou, c'est enorgueilli d'avoir lâché plus de 153 tonnes de bombes sur Gaza ce week-end. Alors je précise que c'était en réponse à des actions menées par le Hamas. Peut-être que c'est aussi une propagande génocidaire. Ils vont pas dire qu'ils tirent pour le plaisir. Enfin, quoique si, en fait, finalement, ils disent eux-mêmes qu'ils tirent pour le plaisir, puisque un des ministres du gouvernement d'extrême droite de Netanyahou, qui s'appelle Yoav Kitch, a dit à la télé que, étant donné l'absence d'otages à Gaza, aujourd'hui, l'armée n'a plus aucune retenue, sous-entendu, il n'y a plus d'otages, donc on peut tirer à vue, et ils veulent aller à la dernière étape de leur nettoyage ethnique, parce qu'en fait, cette opération n'est rien d'autre qu'une opération coloniale à visée d'occupation du territoire, d'appropriation du territoire et d'anéantissement d'un peuple entier. Ils se s'en cachent même pas, ils ont les propos les plus infâmes en direct à la télé, sans que la communauté internationale ne dise quoi que ce soit, sans que personne ne dise que 153 tonnes de bombes sur Gaza, alors qu'ils ont enfin permis à des familles d'être réunies après 2 ans de massacre, c'est infâme. Israël est en toute impunité, et c'est vraiment insupportable pour moi d'avoir été là-bas, d'entendre ça, de voir la responsabilité de la France, qui d'ailleurs ment quand elle dit qu'elle ne livre pas des armes à Israël, puisqu'il y a encore 3 jours, une entreprise française qui s'appelle Cermat a envoyé 8 générateurs qui permettent donc à Elbit System, qui est du coup le fournisseur de l'armée israélienne de Tsahal, qui permet de faire fonctionner des drones qui sont des lâcheurs de bombes et de missiles. Alors, on a aujourd'hui un embryon de paix en Israël et en Palestine avec l'entremise de Donald Trump. Est-ce que, selon vous, on va vers la paix? Est-ce que, finalement, Trump, avec toute son ambiguïté, permet quand même à la paix d'arriver doucement? C'est plus qu'une ambiguïté. Vous vous souvenez de la vidéo qu'il avait montée? Il faut la regarder si jamais vous en souvenez plus.
C'est un plan colonial qui n'est pas en accord avec le droit international. Un des piliers du droit international, c'est l'autodétermination des peuples et le fait qu'ils puissent avoir une souveraineté. Dans ce plan-là, aujourd'hui, quelle est la souveraineté pour le peuple palestinien? Qu'est-ce qu'on fait de la Cisjordanie occupée et de Jérusalem-Est? Et puis je vous dis, un embryon de paix, 153 tonnes, je ne sais pas si vous imaginez, vous vous rendez compte, des familles entières sont massacrées actuellement. Donc, bon, peut-être que dans les paroles, dans les images, dans ce que Trump essaye de montrer aux yeux du monde, dans ce que Netanyahou et son gouvernement d'extrême droite essayent de faire accepter au monde dans leur propagande génocidaire, là, peut-être qu'ils parlent de paix. En réalité, ce n'est pas le cas. Avec aussi des voix en Israël, on entend des Israéliens qui voudraient que la paix arrive, qui souhaitent que les deux peuples puissent reprendre, alors même si on imagine que ça prendra énormément de temps, puissent avoir des relations et en tout cas apaiser les choses. Et on entend aussi des voix dans l'armée israélienne qui commencent à dire voilà, maintenant stop, ça suffit. Mais parce que personne ne peut vivre avec un traumatisme béant comme ça. Les enfants aujourd'hui, qu'ils soient israéliens, palestiniens ou français ou européens, naissent et regardent un génocide filmé en temps réel et se disent qu'en fait il est légitime de massacrer à vue en masse comme ça. Non, c'est pas possible. Ça crée un traumatisme absolu. Et hier, j'écoutais des chercheuses parce que cet après-midi, figurez-vous qu'à l'Assemblée nationale, on organise un grand colloque sur la colonisation et la Palestine. Elles disent que c'est pas vrai, qu'il y a une acceptation de la société israélienne. Ils voient aussi les images. Ils laissent faire. Par contre, au sujet des otages, là, il y a eu une opposition auprès du gouvernement d'extrême droite de Netanyahou parce que les familles se rendaient bien compte que le but de Benjamin Netanyahou, c'était pas de faire revenir les otages. C'était de continuer cette guerre parce qu'elle a une visée coloniale, à nouveau, je le redis. Et je dis que vous dites qu'il y a des mobilisations en Israël, mais il y en a partout. À la fois de la société civile, disons, qui se soulève. Quand j'étais sur les bateaux, on recevait chaque jour des images de mobilisation, qu'elles soient au Mexique, au Nicaragua, en Suisse, enfin voilà, des images de mobilisation citoyenne partout, mais aussi certains gouvernements. D'ailleurs, hier, la Cour internationale de justice a à nouveau réaffirmé qu'Israël devait arrêter son massacre et qu'il fallait avoir des sanctions, que les États membres de l'ONU, d'ailleurs, s'étaient engagés à faire appliquer. Et je veux saluer que la Norvège, suite à ces déclarations de la Cour internationale de justice, directement a décidé de déposer une nouvelle résolution à l'ONU pour obliger Israël à lever toutes ces restrictions. À l'inverse, la France, qui est censément le pays des droits de l'homme et des citoyens, qui fait rayonner une histoire, celle des Lumières, celle de la citoyenneté, celle de la République, celle de la démocratie, celle des droits de l'homme, la France, elle ne fait rien, et pire encore, elle ment sur la livraison d'armes qui permettent de massacrer des civils à Gaza. Alors on a une répercussion effectivement sur le territoire français aussi de ce qui se passe là-bas en Israël et en Palestine. On a beaucoup pointé les filles, on a beaucoup pointé la gauche et donc les filles par ces prises de position finalement, et il y a des choses qui se passent sur le territoire. Aujourd'hui, on a vu aussi, lorsque vous avez décidé de partir avec la flottille, beaucoup de gens qui ont raillé cette flottille en disant voilà, c'est la croisière s'amuse et tout ça. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre aujourd'hui? Qu'ils y aillent et puis peut-être qu'ils constatent en fait ce que c'est les flottilles de la liberté. Moi, j'ai pas tant de messages pour ces... Je crois qu'aujourd'hui, on a un moment d'interrogation de l'humanité générale. Est-ce qu'on en ferme les yeux ou est-ce qu'on décide de défendre les valeurs qui sont celles de la France, qui sont notamment majoritairement incarnées par sa devise, liberté, égalité, fraternité. La fraternité, c'est jamais qu'à l'intérieur d'un pays. Est-ce qu'on a envie de vivre dans un monde où on peut massacrer à vue des civils entiers, des enfants, ou avoir les pires propos racistes et coloniaux, ou est-ce qu'on a envie juste d'avoir de l'empathie pour son prochain? Pour les questions d'antisémitisme, je veux vous rappeler, moi-même, j'ai été attaquée pour apologie de crime alors que je dénonçais le Maccabi Tel Aviv à Amsterdam en novembre dernier, qui avait des propos racistes et génocidaires et qui ont attaqué des citoyens dans la rue. Aujourd'hui, le Maccabi Tel Aviv, il est interdit par l'UEFA de stade et tout le monde revient sur ces violences-là qui sont bien attribuées au Maccabi Tel Aviv. Donc il y a aussi une instrumentalisation des voies de la paix. Ça, il faut se le dire, que ce soit la France insoumise ou n'importe qui d'autre. C'est pour casser les voies de la paix, pour les délégitimer, on va faire des attaques en antisémitisme et voilà, qui sont absolument pas fondées. Puisque vous parlez d'antisémitisme, justement, Marie Messmer, on rappelle donc que vous êtes députée La France Insoumise en Ille-et-Vilaine. Ces dernières heures, la vie universitaire en France a été secouée par un événement, particulièrement à l'université de Paris 8, à Vincennes, à Saint-Denis. Lors d'une conférence organisée le 15 octobre par la Fédération syndicale étudiante, des propos polémiques ont été tenus par des intervenants
qualification donc l'attaque terroriste du Hamas en octobre 2023 d'accélérateur de l'histoire. On peut voir, enfin les auditeurs peuvent aller voir les images. Lorsqu'on entend cette question-là, est-ce que vous condamnez le 7 octobre? Ce à quoi la salle répond non. Près de 250 étudiants ont été présents. Évidemment, cette affaire, elle soulève plusieurs questions. Déjà, elle a suscité l'indignation de toutes parts. Qu'est-ce que vous répondez justement à cette vidéo, notamment, où on voit personne réagir? Je ne peux pas répondre à une vidéo que je n'ai pas vue. Vous m'apprenez, j'ai vu en effet en arrivant qu'il y avait un article il y a 2 heures sur cet événement, donc je n'ai pas vu la vidéo, je ne sais pas de quoi il en retourne, qui sont les intervenants. Je peux juste, si le propos c'est une accélération de l'histoire, je crois qu'il y a beaucoup de chercheurs et de chercheuses qui vous disent aujourd'hui que la colonisation, elle ne débute pas, et la guerre entre 2 États. D'ailleurs, on dit guerre entre 2 États alors que beaucoup ne reconnaissent pas l'État de Palestine aujourd'hui, donc c'est quand même une contradiction qui est intéressante, mais que cette guerre, en effet, n'est pas une guerre et qu'elle ne débute pas le 7 octobre, mais qu'elle prend bien racine dès 1948 et qu'elle a plusieurs étapes, notamment avec une grande étape qui s'appelle la Nakba. Et donc, en effet, aujourd'hui, peut-être que malheureusement, ce qui se passe pour les Palestiniens et les Palestiniennes, c'est un révélateur de la colonisation qui, en 2025, peut encore avoir lieu. C'est un révélateur aussi de l'impensé du droit international dans sa création en lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En fait, il y a 5 grands États membres qui s'abrogent un droit de veto, qui sont des États qui, notamment comme la France et l'Angleterre, ont un passif colonial. Et donc, forcément, la mise en application de la lutte contre la colonisation, même en 2025, elle montre qu'il y a un ordre établi aujourd'hui qui est dans l'impensé. D'ailleurs, ils n'ont pas de mesures qui sont contraignantes. Et ça, quand on parle de droit international qui n'est pas contraignant, sauf dans le Conseil de sécurité, mais qui, du coup, ne donne aucune mesure concernant, de sanctions vis-à-vis d'Israël, alors que depuis 1948, il y a plus de 300 résolutions contre le rapport israélo-palestinien. Bon, bah, tout ça, ça interroge. Et en effet, l'histoire, depuis 1948, continue à se faire. Elle ne commence pas, elle ne s'arrête pas au 7 octobre 2023. Pour vous, justement, ces propos, est-ce que ce sont des propos qui sont isolés ou ils reflètent, vous diriez, une sorte de tendance préoccupante dans certains campus? Je sais pas. Alors, non, je pense qu'absolument. Déjà, je ne peux à nouveau pas commenter des propos que je n'ai pas vus. Je sais même pas exactement de quoi il en retourne aujourd'hui et quels sont ces propos. Par contre, que ça reflète. C'est-à-dire, en fait, ce que vous sous-entendez, c'est quoi? C'est qu'il y a de l'antisémitisme dans les campus universitaires partout en France, c'est ça? Non, pas du tout. Ce que je vous dis sur les propos qui ont été tenus, notamment lors de cette... notamment ce qui s'est dit dans la vidéo, c'est que lorsque la personne au micro dit est-ce que vous condamnez le 7 octobre, ce à quoi la plupart non, certains disent non, ils applaudissent. Donc ce que je voulais dire, c'est par rapport à notamment cette phrase choc-là, est-ce que ces propos-là, ce sont des propos qui sont isolés ou bien ça reflète une tendance? Moi, j'ai pas l'impression du tout que ce soit une tendance. La seule tendance que je peux vous dire, c'est celle qu'on a vécue à partir du 7 octobre 2023 et pendant des mois et des mois et des mois où on était incapable de pouvoir parler de Gaza, des civils et du génocide qui était en cours là-bas sans entendre tous les 30 secondes est-ce que vous condamnez le Hamas, est-ce que vous condamnez le Hamas, est-ce que vous condamnez le Hamas. Et j'ai absolument pas envie de retourner dans cette polémique-là parce qu'aujourd'hui, il n'est pas question de ça, il est question de la paix et d'arrêter un génocide. Alors justement, la paix, elle va sans doute prendre du temps, on imagine bien. Est-ce que la reconnaissance de l'État d'Israël par la France est aussi une étape importante? Elle aurait pu, si elle avait eu de la consistance. Reconnaître l'État de Palestine sans mettre de sanctions et empêcher Israël de continuer à commettre des crimes. C'est-à-dire que même là, actuellement, alors qu'il y a un cessez-le-feu, il le viole et il lâche, je rappelle, 153 tonnes de bombes sur sur la Palestine, pardon. S'il y avait eu des sanctions, comme à commencer par la suppression de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, qui est le plus grand partenariat économique de l'Union européenne. Le fait d'arrêter d'envoyer des armes, parce que même si aujourd'hui notre Premier ministre ment à la représentation nationale, à l'Assemblée nationale, en disant qu'il ne livre pas d'armes, en fait, il s'avère que c'est faux et qu'il y a encore 3 jours, une entreprise française l'a fait. Arrêter tous les partenariats qui peuvent être, par exemple, diplomatiques, universitaires, économiques. Voilà, il y a des choses qu'on peut faire. Et d'ailleurs, c'est les citoyens qui ont, eux, mis en place une sanction populaire, à défaut des gouvernements, en mettant en route des campagnes qui s'appellent BDS, donc de boycott, de marques qui soutiennent l'armée génocidaire ou le gouvernement israélien par des partenariats économiques. Il faudra arriver finalement à un équilibre avec 2 États et arriver
à faire en sorte que les deux États puissent vivre d'une façon politique, économique, et puissent échanger entre eux, passer le cap de cette guerre qui a trop duré? Alors, la solution à deux États, c'est celle qui est proposée aujourd'hui par le droit international, par l'ONU. C'est aussi celle qui est portée par la France et en plus par mon mouvement politique, qui est celui de la France Insoumise. Moi, j'ai deux critiques quand même à faire et deux critiques qui emmènent à la réflexion. C'est quid de l'autodétermination des peuples, c'est un des piliers du droit international, donc c'est aux Palestiniens et aux Palestiniennes à qui il faut demander est-ce que c'est possible. La deuxième chose, c'est comment faire, vous parlez d'échanger entre deux pays, mais comment faire que l'échange soit possible entre un colon et un colonisé, entre un meurtrier, un génocidaire, et un peuple qui a été massacré. Il va falloir réfléchir, il faut passer outre. Et en tout cas, ça demande à ce que des gouvernements réfléchissent concrètement à l'aide qu'ils peuvent apporter aux Palestiniens et aux Palestiniennes. Et encore une fois, pareil sur la reconnaissance de l'État de Palestine, c'est très bien de dire reconnaissance d'un État de Palestine. Quelles frontières? Quelle souveraineté? Est-ce que la Cisjordanie est occupée dedans? Est-ce que Jérusalem-Est est dedans? On va parler du budget désormais, puisque un budget doit être voté par le gouvernement maximum au 31 décembre. La France Insoumise, vous avez déposé ce 22 octobre à l'Assemblée nationale des pistes pour un budget, je cite, excédentaire, qui mettrait donc à contribution les plus riches pour planifier la bifurcation écologique et relancer les services publics. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement quelles sont vos priorités? Parce que vous parlez notamment d'un contre-budget qui prévoit 168 milliards d'euros d'investissement et 183 milliards de recettes supplémentaires. Quelles sont vos priorités? Simplement, je vais pouvoir vous dire, nous, nos priorités, et la France Insoumise, ça va toujours d'être du côté du peuple, de leur dignité, des travailleurs et des travailleuses, des existences, et donc de la République. Donc ça passe par le soutien aux solidarités, aux services publics, à l'investissement dans la planification écologique, au partage des richesses, et pas inventer. Et donc, pas nier. Le contre-budget qu'on vient de présenter là, il ressort aussi d'un budget qu'on a présenté l'année dernière, quand on était au tout début du nouveau Front populaire, et on a prouvé par nos amendements, par la lutte en hémicycle, que c'était possible d'être excédentaire et d'avoir un budget positif qui est vraiment l'application concrète du programme du nouveau Front populaire. Donc c'est ce qu'on l'a à nouveau présenté pour montrer qu'en fait tout ce qui est le discours aussi du macronisme aujourd'hui, comme si en fait c'était insurmontable, que la dette était là, qu'on pouvait pas faire autrement, c'est tout à fait faux, et c'est pour cacher un budget qui est une saignée sociale pour l'ensemble de la population, enfants, étudiants, avec 41 millions en moins pour sur les bourses, avec 300 millions d'étudiants qui sortent des APL, enfin qui sont privés d'APL, pour les travailleurs, pour les retraités, parce que par exemple il y a le gel des pensions pour tout le monde, même pour les allocations familiales, et même pour les malades de cancer, puisque par exemple il y a 13 millions de personnes qui sont des malades chroniques qui vont perdre environ 850 € par an à cause de l'augmentation des franchises médicales ou à cause de l'augmentation des mutuelles par exemple. Donc là par contre on est loin de notre contre-budget à nous dont vous parlez, puisqu'on a vu le pire ces derniers jours, là depuis lundi dernier, le pire de l'alliance Rassemblement National Macronie, autour notamment de certaines mesures où ils ont voté contre tout ce qui était des avancées fiscales et sociales, la taxe Zuckman, le retour de l'impôt sur la fortune, que les Français ne comprennent toujours pas pourquoi cet impôt a été supprimé, à part pour profiter aux ultra-riches, mais aussi la taxation des super-héritages, ou encore contre l'écologie, même contre le logement, et le logement social, on l'a vu hier soir. Donc moi ce que je vais vous dire juste en bilan de ces 5 premiers jours, c'est que nous on avait proposé une autre voie, la censure, une feuille de route, une loi spéciale en fait qui permet d'appliquer le budget de l'année passée, parce que là le budget est de pire en pire, même si l'année dernière était pire. Ce qui peut arriver, pardonnez-moi, mais si le budget n'est pas adopté, on peut très bien imaginer que le budget soit adopté par une ordonnance. En fait, si on dépasse les 70 jours, il peut y avoir cette loi spéciale, mais par les ordonnances. Et les ordonnances, c'est un outil antidémocratique, de la même manière que le 49.3 en est un, parce qu'en fait, on n'a plus aucune vue sur ce que va être le budget, on ne peut plus amender, c'est le gouvernement qui fait ce qu'il veut par ordonnance. Donc c'est vraiment un des pires outils antidémocratiques. Donc, on reviendrait finalement au budget initial proposé par le gouvernement. Oui, ou même en pire, en fait, s'ils veulent. Et déjà, ce budget initial est vraiment catastrophique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, toutes les mobilisations et ce qu'on racontait du budget, c'était le pire budget de la Ve République. Celui-ci, il est encore plus loin. Par contre, je peux vous dire, hier soir, la partie 1
du budget, donc la partie recette qu'on doit voter, elle n'est pas passée en commission. Voilà, elle va être discutée à l'Assemblée. En séance, voilà, en séance. C'est-à-dire en hémicycle, mais en commission des finances, elle n'est pas passée par 11 votes pour contre 37. C'est-à-dire que tout le monde a voté contre, sauf les macronistes, parce que ce budget est un budget Frankenstein. Il n'y a rien dedans, on ne comprend rien, il n'y a aucune colonne vertébrale. C'est un budget qui ne peut pas être négocié, il n'y a rien à négocier. Et le seul problème aujourd'hui de ce budget, c'est pour ça que je vous parlais de censure, c'est Emmanuel Macron, parce qu'il met en place des gouvernements qui ne sont pas stables, qui ne peuvent pas durer, avec un projet économique qui est tellement, qui provoque tellement de misère qu'en fait il est rejeté par tout le monde. Et donc la seule solution aujourd'hui, c'est le retour au présidentiel, parce que c'est le cœur du problème. On n'a pas le temps de passer une année supplémentaire de misère, on n'a pas le temps de passer une année supplémentaire qui nous coûte si cher, parce que je vous rappelle que entre 2017 et 2027 et aujourd'hui, 2025, c'est 207 milliards de cadeaux fiscaux qui ont été faits. On n'a pas le temps que des enfants puissent être à l'école sans AESH ou que des infirmières voient leurs conditions de travail à l'hôpital se casser. Alors voilà, on a effectivement cette motion de censure que vous aviez déposée il y a quelques jours à l'Assemblée nationale, qui n'a pas été adoptée à 18 voix près. Hein, je crois que c'est ça le décompte. Vous allez en redéposer une autre, une motion de censure. Vous allez motion de destitution, motion de censure, parce que comme je vous dis, le cœur du problème aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron. On ne peut plus, vraiment, le pays ne peut pas continuer à vivre de ce projet politique. D'ailleurs, ils le refusent, les gens. Et on peut pas continuer aussi à avoir cet arc droite, extrême droite, grossir comme ça, parce qu'en fait, ils mettent en danger l'ensemble de la population, qu'ils soient des jeunes, des étudiants, les personnes en fonction de leur confession religieuse, leur présumée couleur de peau, leur orientation sexuelle. Macron, il est le responsable. Et donc, je peux vous dire juste que là, aujourd'hui, c'est le moment. Nous, on fait des résistances à l'Assemblée nationale. On a voté contre. On continue de mettre en œuvre tous les outils qui nous sont possibles, c'est-à-dire la motion de destitution, la motion de censure. Mais les résistances, elles doivent aussi se trouver dans la rue, par les syndicats, par les collectifs, par les citoyens, les citoyennes. Et s'ils ne savent pas comment faire, ils peuvent rejoindre la France Insoumise, parce qu'on a plein d'idées de mobilisation. Et voilà, il faut mettre fin à cette guerre sociale qui est un détonateur de la colère populaire. En tout cas, cette motion de censure, elle n'a pas été votée par toute la gauche, notamment le Parti socialiste qui a refusé de la voter après la suspension de la réforme des retraites. Cependant, Olivier Faure menace aujourd'hui de la réactiver. Finalement, il dit qu'il pourrait envisager une motion de censure. Il réclame des corrections au projet, notamment après le rejet de la taxe Zuckman. Et donc, il avertit que cette censure, elle est possible à tout moment. Est-ce que vous ne pensez pas que cette posture-là, elle affaiblit la capacité de la gauche à se faire entendre et à peser sur le débat public ? Bien sûr, mais pas toute la gauche, parce que nous, je crois qu'on a été clair depuis le début et qu'on n'a pas bougé. Et qu'on a défendu la population, leur dignité, leur existence, autant qu'on faire se peut. Par contre, ça montre la mascarade que la direction du Parti Socialiste a voulu mettre en œuvre. Il y a 3 semaines, il y a 3 semaines, j'étais sur la flottille, je lisais la presse, et on apprend que le Parti Socialiste a écrit des fiches à Bayrou, en même temps qu'on était en audition Bétaram sur François Bayrou, sur des actes quand même graves, très très graves, et en même temps, ils écrivaient leurs fiches et leurs demandes de réponse aux questions au gouvernement. Donc là, donc il y a ça, moi, je trouve ça scandaleux. Et puis là, Olivier Faure qui a dit à tout le monde, mais si, croyez-nous, on va gagner la suspension de la réforme des retraites. Alors on a montré, nous, autant que faire se peut, que la suspension, ça ne voulait rien dire. Et hier, le meilleur porte-parole des macronistes, c'est-à-dire Emmanuel Macron lui-même, dit qu'en fait, il n'y aura ni abrogation, ni suspension, mais décalage. Donc en fait, la direction du Parti Socialiste a totalement dévoyé les millions de personnes qui étaient dans la rue et le programme du Nouveau Front Populaire qui était pour l'abrogation. Ils ont mis de la poudre aux yeux pour essayer de se maintenir au pouvoir. Mais le NSP, c'est terminé aujourd'hui ou pas? Quand on entend votre colère ce matin de micro, il n'y a plus d'alliance de la gauche? Je sais pas si je suis en colère, je suis convaincue de l'intérêt d'avoir un programme radical en rupture avec les logiques néolibérales et qui ne soutient pas et qui ne permet pas à Emmanuel Macron de présenter un budget qui est aussi dévastateur pour le pays. Comment vous voulez rassembler alors que toutes les forces de gauche n'arrivent pas à s'unir entre elles? Je suis désolée, mais est-ce que vous avez vu, les écologistes, ils ont tous voté la motion de censure, Parti communiste français aussi, nous aussi, sauf 2 personnes, il me semble, de toutes ces personnes, le Nouveau Front Populaire et les élus du Nouveau Front Populaire sont un certain nombre. Il n'y a que 60, et encore moins, parce qu'il y a eu des dissidents chez les partis socialistes, il y a moins de 60 qui n'ont pas voté. Et c'est à mon avis,
j'ai peine pour certains collègues députés socialistes qui, eux, auraient voulu voter la censure et qui l'ont dit, qui auraient voulu écouter leur base militante, qui leur demandait un vote, qui les suppliait de ne pas voter la censure. Ils ont été l'objet d'une décision de la direction politique du Parti socialiste pour se maintenir en poste et éviter les élections. Nous, à la France Insoumise, on n'a pas peur de revenir au peuple. Alors, revenir au peuple, ça va se faire bientôt avec les élections municipales. On a vu déjà que LFI était en ordre de marche, si vous me permettez le terme. On a ensuite l'élection présidentielle qui arrivera en 2027, ça c'est demain finalement. Et puis on s'aperçoit effectivement que l'union de la gauche, comme le soulignait Axel, est difficile. À droite, il y a un appel pour une union des droites. Est-ce que ça peut être quelque chose de dangereux justement et qui peut faire peut-être monter le Rassemblement national, par exemple? Bien sûr, et nous on le voit, je vous parlais sur le budget, cette arc et cette alliance de droite et extrême droite, et en fait, avec les macronistes, je mets les macronistes dans la droite aujourd'hui sans aucune gêne, et puis parce que c'est tellement factuel malheureusement. Donc évidemment que c'est un risque. Je vous le disais tout à l'heure, le Rassemblement national, dans son projet libéral, réactionnaire, contre les minorités de genre, contre les personnes en fonction de leur orientation sexuelle, leur présumée confession, leur présumée couleur de peau, contre les femmes, évidemment que c'est un danger. Et puis parce qu'ils n'ont pas un meilleur programme que les macronistes. Aujourd'hui, ils ont voté contre toutes les mesures de justice fiscale et sociale. Aujourd'hui, depuis lundi. Donc ça aussi, c'est factuel, c'est reconnaissable. Mais par contre, dire... comme le Parti socialiste et utiliser ce prétexte-là pour ne pas retourner aux urnes, ça c'est vraiment à vomir parce qu'on le sait tous et toutes qu'on va devoir les affronter et c'est ce qu'on a fait en juin et juillet dernier et d'ailleurs on a gagné. Voilà. Parce que les Français refusent du Rassemblement national et se mobilisent contre le Rassemblement national. Marie Mesmer, je parlais justement quand je disais la gauche divisée, vous allez sûrement me voir venir à 500 jours de la présidentielle donc qui va avoir lieu donc en mai 2027. Marine Tondelier, la secrétaire, je vous vois déjà sourire, nationale des écologistes, a officialisé sa candidature aux élections présidentielles aux 20h de TF1 hier. Une candidature qu'elle présente comme un geste d'amour fort pour la France, disant vouloir réparer ce qui a été cassé et apaiser le pays. Déjà, est-ce que vous avez vu sa prise de parole et qu'en avez-vous pensé? Non, j'ai pas vu sa prise de parole, mais j'ai vu les brèves de presse et quelques articles. Et j'ai surtout vu, et c'est pour ça que je rigole et que je suis un peu gênée, beaucoup de personnes de son propre parti s'interroger sur le calendrier et me dire ne rien comprendre. Est-ce qu'elle est candidate à la primaire à gauche parce qu'apparemment ils veulent une primaire à gauche? Est-ce qu'elle est candidate au présidentiel? Et puis, moi, je continue à m'interroger quel est le projet de Marine Tondelier face au capitalisme, quoi. Est-ce qu'elle appelle justement un débat avec Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann? Elle parle aussi d'une éventuelle primaire. Elle leur a dit, quand vous voulez, quand on organise un débat, est-ce que vous croyez vraiment à une candidature unique? J'ai vu un petit tweet hier qui m'a fait rigoler. Que Marine Tondelier puisse débattre contre Raphaël Glucksmann, il n'y a pas de problème parce qu'ils sont pleins de contradictions. Par contre, pour débattre face à Jean-Luc Mélenchon, il faut être prêt. Il faut justement être prête à réfléchir aux perspectives face au capitalisme. Donc voilà, une invitation qu'elle se prépare. Il nous reste 15 secondes. J'avais envie de vous entendre, Marie Mesmer, sur l'incarcération de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça abîme la France, comme d'aucuns le disent? Est-ce que pour vous, c'est une suite naturelle d'une décision de justice? Bien sûr. Il y a eu des juges, il y a une enquête pendant des années qui a prouvé qu'il y avait une défaillance, qu'il y avait quelque chose de grave. S'il est en prison, ce n'est pas pour rien. Et j'espère, et je peux vous dire, pour ce qui nous reste que 15 secondes, donc je ne vais pas m'étaler, qu'il sera traité comme à chacun, qu'il soit ancien président de la République ou pas. Et c'est déjà pas le cas puisque Emmanuel Macron l'accueille en grande pompe. Voilà, il faut qu'il soit traité comme tout le monde en prison et qu'il voit comment nos prisons, elles sont... il y a une surpopulation carcérale, comment les conditions sont indignes. Et voilà, peut-être qu'il en fera quelque chose après avec son parti politique pour améliorer les conditions des détenus en France. Marie Mesmer, députée LFI-NFP de la première circonscription d'Ille-et-Vilaine, Rennes pour être précis, était avec nous ce matin. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous. Bonne journée à tous et toutes. Bretagne 5, le 7-9, Stéphane Hamon.